Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver sur le 3xcanalk.ch dans votre émission Fenêtre sur l'Afrique et sur le 3xradioavoleté.com dans l'émission La Voix du Peuple sur Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. La voix du peuple. Bienvenue donc au débat citoyen. Depuis l'avènement de la démocratie au Togo, la transparence des élections pose un problème de crédibilité de la CENI, organe chargé d'organiser les élections. Après le boycott des élections législatives de 2018 par l'opposition, à quelles conditions peut-elle participer aux prochaines élections législatives de 2023? Le 19 août 2017, le PNP, Parti national panafricain de Salifou Tikpi Atchadam, a lancé un soulèvement populaire contre la dictature au Togo. Le PNP sera rejoint quelques jours plus tard par 13 autres partis politiques pour former la coalition C14. Dos au mur et fortement menacé, Faure Gnassingbé fait appel à la médiation de la CEDEAO dans la crise qui l'oppose à la C14. La CEDEAO fait une série de recommandations dont la réforme de la Constitution, la recomposition de la CENI et la tenue des élections législatives. Affaibli par les rivalités internes et très probablement manipulé par les chefs d'État de la CEDEAO impliqués dans la médiation, la C14 boycotte les élections législatives de 2018. Le 20 décembre 2018, malgré ses menaces d'arrêter le train en marche, la C14 ne parvient pas à empêcher la tenue de ces élections. UNIR, parti au pouvoir, rafle 59 sièges sur les 91 disponibles à l'Assemblée nationale, soit 65% des députés. Bien qu'allié au parti UNIR, l'UFC, Union des forces de changement de Jiglis Olumpio, est désormais présenté comme le chef de file de l'opposition parlementaire avec seulement 7 députés. Les candidats indépendants, mais subtilement mis en satellite par UNIR, remportent 18 sièges à l'Assemblée nationale. Les 7 sièges restants sont partagés entre le NET, le MPDD, le PDP et le MRC. Le 8 mai 2019, le gouvernement togolais parvient à faire voter la quasi-unanimité des députés une révision constitutionnelle qui remet à zéro le compteur des 3 mandats déjà réalisés par Faure Gnassingbé afin de lui ouvrir un boulevard pour se maintenir jusqu'en 2030. Finalement, qu'a gagné l'opposition togolaise en boycottant les élections législatives du 20 décembre 2018? Généralement, la participation de l'opposition togolaise à des élections truquées par la dictature est considérée comme une complicité visant à donner la légitimité à la dictature. Et sans langue de bois, dans le cas togolais, Faure Gnassingbé n'a pas eu besoin de la C14 pour donner la légitimité à l'Assemblée nationale, issue des élections législatives du 20 décembre 2018. Peut-on dire alors que le boycott des élections a perdu toute efficacité face à une dictature séquentenaire qui maîtrise bien le rouage pour s'acheter en monnaie sonnante et trébuchante la légitimité auprès de ce qu'il est convenu d'appeler abusivement communauté internationale? Dans quelles conditions l'opposition togolaise actuellement divisée peut-elle participer aux prochaines élections législatives? De quels moyens dispose le peuple togolais pour déclencher une révolution tant souhaitée par la majorité des activistes qui combattent le clan Gnassingbé depuis plus de 50 ans? Amis auditrices, auditeurs de Canal K de Radio à vous l'été, autant d'interrogations qui meubleront le débat citoyen avec nos invités depuis Lomé et de la diaspora. Merci de votre résistance sur le 3xcanalk.ch et sur radioavoulété.com. 50 ans de règne des Gnassingbé, ça suffit. 50 ans de dictature là, ça suffit. Assassinat politique, crimes économiques, cabésie au sommet de l'État, impunité et corruption, emprisonnement sommaire, achat de conscience et refus du vote des Togolais de la diaspora. Voilà ce qui caractérise les 50 ans de règne des Gnassingbé, du père au fils. Éducation sacrifiée et grogne sociale chronique dans tous les secteurs. Pendant 50 ans, le peuple togolais est laissé pour compte dans une misère ambiante. Nos ressources premières sont pillées
négocier avec la complicité de ce régime. Devant le refus obstiné du pouvoir autocratique des Gnassingbé d'opérer les réformes afin de libérer le Togo, l'article 150 de la Constitution te donne, toi fille, toi fils du Togo, plein pouvoir de jouir de ton droit sacré de faire échec à l'autorité illégitime. Peuple togolais, lève-toi, lutte et vains dans la dignité. Wakati wa dala Togobia ive. Wakati fo Togobia fenima. Togobia aloa todala ekwe na sen. Togovio gamesu mitite. Ceci est un message de la coordination des mouvements et associations de la diaspora. Bonsoir et bienvenue encore dans ce débat citoyen sur Canal K sur Radio à volonté. Depuis l'avènement de la démocratie au Togo, la transparence des élections pose un problème de crédibilité de la CENI, organe chargé d'organiser les élections. Après le boycott des élections législatives de 2018 par l'opposition, à quelles conditions peut-elle participer aux prochaines élections législatives de 2023? Nous débattons avec nos invités en ligne depuis Lomé. On accueille Dr Richard Tinjo. Bonsoir. Bonsoir Sylvain Amos. Bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de la radio AWT Canal K. Et bonsoir aux invités qui sont déjà en ligne. Merci beaucoup de nous accompagner en ligne depuis Lomé. Je rappelle que vous êtes vice-président de DSA, les démocrates socialistes africains, un parti politique qui fut membre de la C14, coalition des 14 partis politiques de l'opposition. Nous accueillons ici dans la diaspora, ici même en Suisse, Komlan Kpogli. Bonsoir. Bonsoir Sylvain Amos. Merci beaucoup. Komlan Kpogli est secrétaire général de Moltra, mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique. Un grand panafricain d'ailleurs. Toujours dans la diaspora, à Luxembourg, on accueille Désiré Agbekponou. Bonsoir. Bonsoir Sylvain Amos, bonsoir aux auditeurs et auditrices, et bonsoir à tous les Togolais qui nous écoutent ou qui nous écouteront en différé. Tout à fait. Désiré Agbekponou n'est plus à présenter à la diaspora togolaise africaine, hein, mais quand même, je vous laisse quand même vous présenter vous-même, Désiré Agbekponou. Ouais, je suis Désiré Agbekponou, sympathisant de la DMK, ex-ministre. DMK dynamique, Monseigneur Boudrou, c'est ça? Oui, exactement. D'accord. Alors, ce débat est lancé, hein. On va, puisqu'il s'agit d'élections, et ce sont des partis politiques qui participent à ces élections, on va quand même se mettre la toute première question, hein, sans langue de bois, Dr Richard Tinjo, hein. DSA est actuellement membre de la dynamique Monseigneur Boudrou. Vous avez bien suivi, hein, le message de Nabouja Bourema qui porte-parole de la dynamique Monseigneur Boudrou. Justement, quelle est la position de DSA, votre parti, face à ce vieux débat, hein, entre guillemets, c'est un vieux débat quand même, hein, qui revient sur les réseaux sociaux, participer ou ne pas participer aux prochaines élections législatives de 2023, Richard Tinjo? Merci Sylvain Amos pour la question. Vous savez, lorsque un parti politique est créé, il est créé pour conquérir le pouvoir et l'exercer. Et il n'y a pas de raison qu'un parti politique soit créé et qu'il ne puisse pas assumer ce devoir régalien. Alors, sur cette question concernant la participation aux élections prochaines, étant donné que les démocrates socialistes africains, DSA, est un parti politique, nous estimons que c'est un devoir à ces élections. Et du coup, le débat qui fait déjà qui fait couler beaucoup d'encre sur la toile montre à suffisance que les Togolais sont intéressés par rapport à la question des élections. Alors, nous, au niveau du DSA, nous sommes engagés sur la voie des élections parce que c'est le seul moyen que nous avons pour mettre la pression sur ce régime à accepter faire des réformes. Faire des réformes veut dire être porte-parole de la population. Et là où vous pourrez porter vos préoccupations, c'est au niveau de l'Assemblée. C'est au niveau de l'Assemblée que le débat doit se passer pour que la population sache que leurs préoccupations sont prises en compte. Je prends l'exemple. Je prends l'exemple des deux assemblées passées. L'Assemblée de 2013
et celle de 2018, vous aurez constaté qu'avec cette participation aux élections, le régime n'avait pas la possibilité d'avoir les 4/5 des députés pour pouvoir faire la modification constitutionnelle. Parce qu'il y avait... Et là, vous parlez de minorité blocage, mais on va quand même en parler plus tard, alors, allez-y. D'accord. Or, lorsque vous prenez cette assemblée unique au lors de 2018, vous voyez que tout ce qui se passe, c'est dans l'avantage du régime. Aucune information ne sort. Les lois liberticides sont prises pour étouffer, empêcher la population de pouvoir s'exprimer. Vous voyez la vie chère que nous vivons aujourd'hui. Ce sont les conséquences de cette assemblée. Parce que bien avant, en 2013, le régime nous faisait croire que c'est l'opposition qui ne permettait pas à ce régime de travailler librement et d'offrir le bien-être à la population. En 2018, ils ont eu le type de parlement qu'eux-mêmes ils ont souhaité. Quelle a été la différence? La souffrance que nous vivons aujourd'hui est pire que celle que nous avons connue dans les années 2013. C'est pour dire que le régime ne peut plus continuer par diriger le pouvoir seul tant que les partis d'opposition sont là et constituer une unité de blocage. D'accord. Alors, en premier lieu, on est d'accord que DSA, les démocrates socialistes africains, préparent déjà ces élections législatives de 2023. Beaucoup de Togolais ne comprennent pas pourquoi à chaque fois vous allez aux élections, vous nous dites ce sont les mêmes chansons. On nous a volé. Le Togolais est un peu fatigué de ces élections-là, qui n'ont d'ailleurs plus de sens au Togo quand même. On va en parler aussi avec nos deux invités dans ce débat, participer ou ne pas participer à ces élections législatives. Alors, Désiré Agbekponu depuis Luxembourg, on vous a suivi sur les réseaux sociaux, vous avez bien expliqué le pourquoi maintenant l'opposition doit participer à ces élections-là. Vous conseillez même la DMK, les membres de la DMK à participer à ces élections législatives. Et justement, dans les conditions en vigueur actuellement pour l'organisation des élections au Togo, n'est-il pas illusoire de penser que l'opposition pourra remporter la majorité des 91 sièges de députés à l'Assemblée nationale lors de ces élections législatives de 2023? Désiré pour nous? Non, absolument pas. Sylvain Amos, quand vous prenez les élections passées, les élections présidentielles passées, il y a eu une mobilisation très forte et une organisation assez sophistiquée qui a permis de montrer à la face du monde que c'est le docteur Agbekponu Kodjo qui a gagné les élections. Et je suis certain qu'avec les maires de l'opposition sur le terrain et les conseillers de l'opposition sur le terrain actuellement, si nous allons à ces législatives et que nous faisons la paix entre nous, l'opposition, avec une coalition bien serrée, nous gagnerons plus que la majorité de blocage. Il nous faut même viser la majorité, c'est-à-dire quitte à ce que le vol soit minimisé, visons d'abord la majorité. Et nous pouvons l'avoir. Nous l'aurons certainement. Maintenant, ça demande à s'organiser et à montrer que dans chaque localité, il y a eu des vols et que Désiré Agbekponu, vous pensez vraiment avec la CENI, la CENI, organe chargé d'organiser des élections depuis des années, cette CENI a toujours été responsable des fraudes électorales. Oui, ça a toujours été le problème du Togo, des élections au Togo, que ce soit présidentielle ou législative, la CENI criminelle est toujours en place. Il faudrait commencer dès aujourd'hui, il ne faut pas tergiverser. Ce n'est pas le moment justement de commencer à se demander si on y va ou si on n'y va pas. Mais commençons dès aujourd'hui à réclamer les bonnes conditions, les conditions favorables pour ces élections et aussi de la répartition de la CENI. Si vous ne dites rien, si vous ne travaillez pas là-dessus, mais c'est de notre faute. Parce que dans tous les cas, l'international ne voit pas ces détails-là si nous ne soulevons pas le problème et que nous n'en faisons pas un problème médiatisé, un problème même au niveau de la CEDEAO. Il faut commencer dès à présent à travailler sur ces petits problèmes qui sont là. Les problèmes, il y a pas que le problème de la CENI. Il y a aussi le truc électoral, les élections régionales.
Oui, commençons dès à présent à relever tous ces problèmes et travaillons là-dessus avant un an, c'est-à-dire le jour des élections législatives. D'accord. Il ne faut pas... Je ne vous entends plus, Désiré Agbepono. Je pense que... Allô? Oui, je vous entends maintenant. Allez-y maintenant, allez-y. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas être défaitiste, il ne faut pas se laisser battre par défaut. Il faut travailler sur les conditions. Il faut être positif. Désiré Agbepono, beaucoup de Togolais sont surpris de votre réaction maintenant d'encourager l'opposition à aller aux élections. Est-ce que vous-même vous pensez descendre au Togo pour participer à ces élections législatives en tant que citoyen lambda? Absolument pas, Sylvain Amos. C'est juste la maturité. J'ai été partisan de la révolution pendant longtemps. Même les élections passées, je n'étais pas d'accord pour les élections. Mais avec la maturité et soyons réalistes, en étant une personne qui a travaillé pendant 30 ans en Europe et qui a compris certaines choses, en étant moi-même de l'âge de Faure Gnassingbé et a compris que il ne faut pas rêver juste pour rêver et dire que ouais, voilà, nous ferons ceci, cela. Tout ça demande des moyens. Nous n'en avons pas. Et soyons réalistes. La seule façon de changer les choses au Togo, c'est de s'implanter aussi au Togo. C'est d'être ramifié, de travailler. Vous pensez, Désiré Agbepono, vous pensez que peut-être que au niveau de l'Assemblée nationale, si l'opposition obtient peut-être la majorité ou soit une minorité de blocage, est-ce que peut-être cette révolution dont parle certains Togolais, ça peut se préparer au niveau même de l'Assemblée nationale? Oui, c'est-à-dire qu'il faut prendre toutes les opportunités. C'est-à-dire que au Togo, les opportunités pour une révolution ne manquent pas. Avec le régime dictatorial. Oui, le régime a toujours été, un régime dictatorial. Il nous a toujours créé des conditions c'est des gens qui nous laissent à chaque fois l'opportunité de nous réveiller. Mais nous ne le faisons pas. Pourquoi? Parce que le peuple a peur. Et eux, ils savent aussi apeurer le peuple. Vous imaginez juste, après les élections présidentielles, pour des questions de Covid. Donc, on va parler ça de voir. Le peuple a peur. Vous n'y croyez pas à une révolution. C'est ça. J'y crois à la révolution. Mais la révolution se fera quand le peuple, n'aura plus faim. C'est-à-dire qu'un peuple qui a faim est un peuple apeuré. Celui qui a apeuré n'a pas de force. Tout ce qu'elle demande, c'est de manger. Il nous faut maintenant nourrir ce peuple avec nos députés, nos conseillers et tous ces gens qui sont sur place, d'essayer de régler un temps soit peu le petit problème de chaque Togolais qui fait partie de la juridiction d'un député ou d'un conseiller. Et puis progressivement, les gens seront prêts à mourir pour un député, pour un conseiller. D'accord. Les gens ne sont pas prêts à mourir pour un président, On va continuer le débat. D'accord. On va continuer le débat. Je ne pense pas que Komla Kpogli de Moltra est d'accord avec vous, puisque Moltra est toujours dans la logique de révolution populaire, tsunami populaire, comme ce fut le cas tout récemment au Sri Lanka. Alors, Komla Kpogli, bonsoir. Moltra, mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique, a toujours soutenu et prôné la révolution ou le soulèvement populaire comme l'unique solution pour mettre fin à la dictature au Togo. Ma question sera un peu longue, mais je vous prie quand même d'être un peu attentif à cette question-là. Justement, au regard des conséquences dramatiques en termes de privation de liberté, Désiré Agbepono l'a dit tout à l'heure, de détention de prisonniers politiques, de torture et de répression contre les militants du PNP, surtout ces derniers temps, surtout en 2017, et surtout face aux mesures coercitives prises par la dictature au Togo pour restreindre les libertés privées et publiques et prévenir tout soulèvement populaire. Vous avez aussi entendu le ministre Gilbert Bahora a dit « Nous ferons tout pour qu'il n'y ait plus de 19 août 2017 au Togo », c'est-à-dire « Nous ferons tout pour étouffer dans l'œuf tout soulèvement populaire ». Alors, Komla Kpogli, pensez-vous que dans cette condition, les Togolais ont encore le courage et la force de s'engager sur la voie de soulèvement populaire? Merci Sylvain Amos. Tout d'abord, je suis très étonné, pas tout à fait, d'entendre ce que j'ai entendu, mais c'est tout à fait normal puisque nous sommes sur un terrain politique. Il est tout à fait normal qu'il y ait des gens
qui prône l'élection comme mode de conquête du pouvoir dans une tyrannie héréditaire de type absolument colonial. Donc, on a tout vu à travers l'histoire depuis l'Antiquité que la dictature a toujours eu des compagnons, même si certains de ces compagnons se présentent comme des opposants. C'est tout à fait normal. Et puis, peut-être que certains, par dépit, aussi aboutissent à la conclusion qu'il faut aller aux élections. Certains, aussi peut-être par naïveté, arrivent aussi à la conclusion qu'il faut aller aux élections avec ce régime, même si depuis 1993, si je remonte même à la première élection de 1958, le Togo n'a jamais connu d'élection transparente. Donc, la voix du peuple togolais n'a jamais compté dans les urnes. Donc, nous avons au Togo un régime tyrannique, héréditaire de type colonial qui n'a rien à foutre avec ce que exprime le peuple dans les urnes. Le seul critère qui compte pour ce régime en place, c'est la force brute et la violence. Donc, à chaque fois qu'on fait des élections, le peuple vote dans un sens. Le régime a installé ce que j'appelle et j'ai appelé une industrie de transformation de bulletins de vote. Donc, c'est la seule industrie qui marche au Togo depuis 1958. Et cette industrie-là a été perfectionnée de telle sorte que la dernière élection présidentielle de 2020, on a vu que le régime n'a même pas exercé sa violence habituelle de façon très ouverte. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des élections, ce régime attend le peuple au tournant pour le mater et lui imposer sa volonté. Donc, clairement, les élections au Togo depuis 1958 n'ont jamais constitué quelque chose de sérieux face à ce régime qui, comme vous venez de le décrire, est un régime répressif. Et justement là-dessus, lorsqu'un régime a le caractère que vous avez décrit tout à l'heure, c'est-à-dire un régime extrêmement répressif, eh bien, c'est là justement que la révolution se justifie. Donc, plus un régime est répressif, plus la révolution est un devoir. Et d'ailleurs, la constitution togolaise ne se trompe pas. La constitution togolaise le dit très clairement. Lorsque le pays est pris en otage par un régime qui n'a pas l'assentiment du peuple, le devoir sacré, et le texte constitutionnel le dit, le devoir sacré du peuple togolais, c'est de s'organiser pour bouter hors de ses frontières ce régime-là. Tout à fait, mais sauf que, comme l'a conclu, on peut être d'accord avec vous, sauf que, est-ce que le Togolais lambda lui-même se prépare pour cette révolution? D'abord, est-ce qu'il y a une conscience individuelle pour aboutir à une conscience collective par rapport à la révolution que vous prenez? Là-dessus, ça regarde les Togolais. Si les Togolais eux-mêmes estiment qu'ils ne sont pas capables et qu'ils ne peuvent pas se comporter comme n'importe quel peuple, doté d'intelligence, est capable de pouvoir s'organiser pour mettre hors d'état de nuire ce régime qui est en train de le faire souffrir, ça revient aux Togolais. Ça fait le problème des Togolais. Moi, je constate que depuis toutes ces années, aussi bien nous qui prônons la révolution populaire et le tsunami populaire, comme le Mortra le dit depuis une vingtaine d'années maintenant, nous n'avons jamais réussi véritablement à travailler sur ces questions-là parce que nous n'avons pas les gens. Donc, en définitive, maintenant, il faut que... C'est-à-dire, aller aux élections, boycotter ou ne pas boycotter, c'est la même chose, c'est ça. Les ressources humaines nous manquent, c'est-à-dire que nous n'avons pas les gens capables de pouvoir comprendre absolument. Parce qu'une chose est de vouloir quelque chose et une autre chose est de pouvoir travailler là-dessus. Est-ce que nous avons véritablement travaillé sur ce courant en prenant notre temps de travailler véritablement sur ce schéma-là, en laissant de côté toutes les diversions que le régime et ses opposants institutionnels font régulièrement à travers les cirques électoraux qui nous amusent et qui finalement accaparent l'énergie. On discute des élections alors que tout le monde sait très bien que ce régime ne va pas du tout se plier au vote. Et donc, nous n'avons jamais véritablement travaillé sur ces questions-là. Et là-dessus, c'est d'abord la faute de ceux qui prônent ce courant révolutionnaire dans le pays. Nous en tout cas, je ne sais pas si vous suivez les débats sur les réseaux sociaux. Donc, il y a beaucoup qui prônent la révolution. Tout est théorie. On dit non, ça peut aller, on peut faire la révolution. Donc, vous l'avez dit, ça fait 20 ans que Morta prône cela, mais vous y travaillez, mais vous n'avez pas des ressources humaines. C'est-à-dire que les Africains, les Togolais eux-mêmes ne s'activent pas pour une révolution. Voilà. Une vraie révolution. Oui, donc le peuple togolais doit savoir ce qu'il veut. Soit ce peuple se donne les moyens et les ressources pour
renverser ce régime, et ce peuple-là a les moyens. Il ne faut pas croire que le peuple togolais n'a pas les moyens de faire ce soulèvement populaire. Ce peuple a les moyens comme n'importe quel peuple, mais il arrive des moments de l'histoire où des peuples se retrouvent dans une position d'affaiblissement, de démotivation, de démoralisation et même parfois de démission. Je dis qu'il y a des moments où des peuples peuvent connaître un affaiblissement de volonté, une démotivation, parce que évidemment l'opposition ou bien les soi-disant leaders ont entraîné ce peuple sur de faux chemins depuis plusieurs années, et ça nous avons mis en garde aussi bien notre peuple que l'opposition en disant que à force de traîner le peuple togolais sur le chemin des élections qui ne sont pas du tout une voie, ce peuple va aboutir à une impasse et finalement ce peuple sera démotivé. D'accord, on va relancer. Donc aujourd'hui le peuple togolais est démotivé, mais ce n'est pas une raison pour dire que la voie révolutionnaire n'est pas celle qui est adaptée à ce régime-là. Même si je comprends très bien qu'à un moment donné, il y a des gens sur cette émission qui, après plusieurs années de réflexion et d'analyse, aboutissent à la conclusion qu'il faut aller aux élections. Ils ont leur raison, mais c'est clair que historiquement, c'est pas la voie que l'histoire a indiquée aux peuples qui sont écrasés par une dictature, c'est-à-dire la voie électorale. D'accord. Comme l'a dit, vous avez indiqué tout à l'heure dans votre développement, l'opposition. Il y a quand même un homme politique dans ce débat en ligne depuis Lomé, Dr Richard Tindjo, qui est vice-président de DESA, l'aide démocrate socialiste africain. Justement, docteur Richard Tindjo, vous avez écouté comme la Pogli n'est pas d'accord avec vous, il dit que vous, surtout de l'opposition, vous avez, entre guillemets, induit le peuple togolais en erreur, vous avez montré la voie des élections qui ne peut jamais faire partir un dictateur. Alors justement, docteur Richard Tindjo, les conditions d'organisation des scrutins, disons, code électoral et les institutions en charge d'organiser les élections, notamment la CENI, sont incontestablement responsables de la fraude électorale au Togo. On sait que les partis politiques ont pour objectif de la conquête et l'exercice du pouvoir politique par la voie électorale, vous l'avez dit également tout à l'heure. Alors pourquoi alors, sans lutter pour obtenir des garanties de transparence et de vérité, c'est vous, partis politiques, vous acceptez souvent de participer à des élections que vous savez déjà truquées à l'avance par la dictature ou votre adversaire, Dr Richard Tindjo. Amos, avant de répondre à cette question, permettez-moi de rebondir un peu sur l'intervention du collègue Pogli concernant la révolution dont il parle. Tout à fait. Lui-même, il a eu à le reconnaître. Il a eu à le reconnaître que depuis 20 ans, il tient ce courant de pensée qui ne prend pas. Ça veut dire que ce n'est pas une option pour renverser ce régime. Si c'était le cas, depuis 20 ans, ils auraient pu renverser ce régime avec non, je pense que vous, partis politiques qui mobilisez aussi, vous n'avez pas mis, peut-être souvent, comme on le dit vulgairement, dans la tête des Togolais, une révolution, c'est ça? J'en viens. Ce n'est pas toujours évident comme ils le pensent que c'est pas la révolution qu'on peut renverser ce régime. Et le Togolais a toujours sa façon de faire sa révolution, de mettre sa pression comme il entend sur le régime. Et quand vous voyez, il a décrit un peu les élections. Quand vous prenez la plupart des États où il y a eu alternance, c'est aussi par les élections que d'autres opposants sont arrivés au pouvoir. Si je prends le cas du professeur Alpha Condé, il était un opposant farouche, mais il a fini par arriver. Je prends le cas de Abdoulaye Wade. Il était aussi un opposant farouche. Il a fini par arriver au pouvoir en renversant Abdou Diouf. Plein d'autres. Je prends tout dernièrement le cas du député Sanko du Sénégal. N'est-ce pas, c'est à l'Assemblée qu'il a réussi à faire sortir le dysfonctionnement de ce régime, à faire sortir le peuple dans la rue. Docteur Richard Tindjo, on vous parlera du cas togolais. Le cas togolais n'est pas comparé au Sénégal. Je viens. Avant d'en venir au cas togolais, il faut quand même que je lui donne des exemples pour montrer que les élections aussi constituent une voie qui peut renverser ce régime. Il ne faut jamais se décourager. Maintenant, parlant de la CENI, des lois, soyez-en sûrs, ce régime ne nous donnera pas du gâteau sur un plateau d'or. C'est à nous de nous battre. Et pour nous battre, il faut qu'on s'organise. Et la réalité du terrain, c'est que pour les élections, d'abord l'opposition, nous nous prenons trop tard dans l'organisation des élections. La mobilisation se fait trop tard. On passe tout notre temps à
sur des disputes inutiles. Tantôt il faut aller, tantôt il ne faut pas aller. Et psychologiquement, on déstabilise l'électorat qui ne sait plus finalement s'il faut aller ou il ne faut pas aller. Et maintenant, comme le régime trouve que nous-mêmes nous sommes indécis par rapport à la prise de décision, ils vont forcément injecter des gens qui vont toujours nous dire n'allez pas aux élections, n'allez pas faire ceci, et finalement le peuple est déboussolé, et au moment opportun, on est plus préparé. Comment le régime fait sur le terrain? Je laisse d'abord la CENI et la Cour constitutionnelle et autres. Allons d'abord sur le terrain. Comment les choses se passent sur le terrain? Dans les bureaux de vote, le régime a tellement embrigadé le système à telle enseigne que la plupart ce sont des enseignants, des directeurs de corps qui sont les représentants du parti au pouvoir dans les bureaux de vote, que ce soit pendant la période de recensement comme pendant la période des élections. Pendant ce temps, nous avons la jeunesse. Or, la plupart de cette jeunesse, c'est certains qui sont des élèves, c'est des gens qui vont se retrouver avec leurs parents, leur chef canton, leur chef village, dans les bureaux de vote. Et ceux-ci ne manquent pas d'utiliser le pouvoir pour pouvoir les intimider. Il y a la corruption qui est là. Or, les partis politiques, généralement, ont du mal à avoir les moyens parce que le régime ne finance aucun parti politique d'opposition pour qu'il fonctionne très bien. Ce sont les leaders des partis politiques qui cotisent. Les militaires ne cotisent pas. Vous voulez que les partis politiques trouvent où les moyens pour pouvoir entretenir l'opinion sur le terrain et aider la population à pouvoir se mobiliser lorsque vous les appelez. C'est pas ces élections, si nous réussissons à avoir quelques députés et que nous réussissons à avoir cette minorité de blocage, le débat à l'Assemblée va amener la population à se mobiliser. Et ce que vous êtes en train de dire, comme quoi la révolution Tounami et autres, peut peut-être arriver pour faire une autre pression sur le régime, les amenant à négocier un certain nombre de règles qui pourront nous permettre tous de nous retrouver dans une élection. Docteur Richard Tindor, dans cette émission, on parle sans langue de bois. Nous sommes la voix du peuple togolais, la voix de la résistance. Je pense que l'opposition a déjà eu certaines minutes de blocage à l'Assemblée nationale. Mais on n'a jamais déclenché quand même une vraie révolution à l'Assemblée nationale au Togo. Vous avez vu l'Assemblée dont je parlais de 2013. Cette minorité de blocage, c'est grâce à elle que nous avons pu sortir la population dans la rue. C'est grâce à elle. Le débat de l'Assemblée s'est déporté dans la rue. Vous avez constaté que quand il s'était agi de faire la modification constitutionnelle des 4/5 des députés, le Parlement, le régime n'avait pas la majorité. Il fallait donc trouver un moyen pour changer un certain nombre d'articles. Notamment l'article 59, 60, 101 et 155 de la Constitution de 92 pour pouvoir passer en force. Malheureusement, ils n'ont pas pu. Tout ce qu'ils cherchaient, c'est de faire en sorte que ce Parlement-là, constitué d'une minorité de blocage, quitte et qu'ils aient des alliés qui pourront leur permettre de faire leurs modifications constitutionnelles pour pouvoir permettre à ce que le président continue. Aujourd'hui, ils ont réussi le pari. Nous sommes pas allés en 2018 aux élections. On a boycotté ces élections. Ceux qui disent de faire la révolution, nous n'avons pas vu les résultats de la révolution pendant le moment où nous avons boycotté ces élections. Nous sommes restés. Le régime a pris des lois, a fait la modification et aujourd'hui le mandat comme il veut. Si nous allons continuer toujours pas à boycotter, se dire nous n'allons pas aux élections, nous allons faire la révolution, avons-nous les moyens de la révolution? Est-ce que nous avons les ressources financières? Est-ce que nous avons les hommes? Combien de personnes arrivent à sortir dans la rue lorsqu'on leur demande de sortir? Ne prenons pas certains risques pour encore envoyer certains leaders en exil, envoyer des gens en prison. Utilisons la voie légale que le constitutionnalisme nous a donnée pour empêcher ce régime de continuer toujours pas diriger seul. Quand les gens pensent que les gens sont au Parlement pour leur poche, donc détrompez-vous. Ils sont là-bas pour défendre les intérêts des populations. Puisque tout ce qui se débat, toutes les questions de la République sont débattues au niveau de l'Assemblée. Et quand ça ne va pas, c'est ça les députés là qui vont mobiliser la rue. D'accord. Je pense que comme vous réagir, mais je vous laisse réagir pour maximum 1 minute, le temps de relancer Désiré Bekono. Allez-y, comme la Bogli, hein. Bref. Non, le compatriote, franchement, je pense que voilà, s'il veut aller aux élections avec le régime Gnassingbé, il peut y aller, mais il n'a pas besoin de donner toutes ces explications qui ne. Il a quand même le droit de donner aussi. Oui, non, mais c'est ce que je dis. Je ne dis pas qu'il n'a pas le droit. J'ai dit, je lui ai reconnu ce droit. Il a parfaitement le droit d'aller à ces élections. Mais le peuple togolais est dans une situation où nous avons une lecture totalement différente. Et la lecture, c'est que nous partons tout simplement des faits de l'histoire. C'est-à-dire que ce régime, il a une nature précise.
Et la nature de ce régime, c'est le prolongement de la colonisation. Donc le peuple togolais, que ce soit aujourd'hui ou demain ou après nous, mais l'essentiel c'est que nous puissions travailler, nous puissions dire à notre peuple que notre peuple doit se libérer de ce régime colonial. D'accord, on a compris. Le peuple doit travailler. D'accord, vous n'êtes pas d'accord, on sait que vous n'êtes pas d'accord. Demain, le peuple togolais va aboutir à cela si ce peuple veut véritablement vivre libre et se développer, c'est tout. Donc, en attendant cela, on peut amuser la galerie avec les élections. Et M. Tinjon n'est pas le premier à parler de cette histoire d'élection. Mais le régime RPT a sa propre réalité, sa propre logique. Donc, nous verrons tous que, encore une fois, le peuple togolais est très lucide. Le peuple togolais sait très bien que les élections ne vont pas changer la situation. Le peuple togolais sait que c'est la révolution populaire qui va changer la situation. Mais pour le moment, il n'a pas les moyens, il n'a pas l'organisation qu'il faut pour y arriver. Mais cela ne veut pas dire que cette voie n'est pas justifiée. Et on doit continuer à travailler là-dessus. D'accord. Quelqu'un me écrit que tout chemin mène à Rome. Donc, que ce soit pas des élections, que ce soit pas une révolution, nous devons nous entendre. Alors, on va relancer maintenant Désiré Akpekponou qui s'est beaucoup activé sur les réseaux sociaux. Il a expliqué plusieurs fois le pourquoi maintenant. Nous devons aller à ces élections législatives. On rappelle il a dit tout à l'heure, ex-membre de la dynamique Monsognac-Podjo. Alors, Désiré Akpekponou, à défaut d'avoir la majorité parlementaire, est-ce que vous pensez que l'opposition pourrait avoir une minorité de blocage pour empêcher les modifications de la condition à l'Assemblée nationale? Alors, ne suffit-il pas, justement, la CENI, qui est aux ordres de la dictature de Lomé II, d'attribuer, je dis, le mot est posé, d'attribuer à l'opposition le nombre de sièges, qui lui enlève toute possibilité de blocage par les passages en force de la dictature Désiré Akpekponou? Sylvain, l'objectif n'est pas d'acquérir la minorité de blocage. D'accord. Moi, je suis sûr. À défaut. On sait jamais. Nous l'aurons à coup sûr. Parce que il s'agit des élections législatives et le régime ne peut pas couvrir tout le pays et voler partout. Donc, il y aura moyen d'avoir largement cette minorité de blocage. Mais ce que je voulais dire à Monsieur Pogli, c'est que nous avons tous souhaité cette révolution, mais elle ne vient pas. Pourquoi? Parce que la révolution, comme les gens le disent, les gens le croient en général, ce n'est pas quelque chose qui vient par hasard, systématiquement. Ça vient de l'éducation du peuple et de la formation politique que l'on peut faire sur le terrain pour pouvoir réveiller le peuple. Et cela demande de l'argent, les moyens. Nous n'en avons pas. Nos soi-disant opposants qui ne sont pas rémunérés, qui n'ont pas de financement de parti. Comment peuvent-ils faire ce travail? Quand Tipi a fait bouger le terrain, j'aimerais vous dire qu'il a fallu que certaines personnes, certaines organisations ici en Allemagne aillent sur le terrain, cotisent pour former les gens, réveiller le peuple avant que Tipi ne fasse sa sortie événementielle qui a produit cette révolution. Il ne faut pas croire que c'est toujours spontané et que le peuple togolais ne peut pas y arriver. Pour moi, en couplant les deux, on pourra y arriver. C'est à chaque fois quand nous avons des députés à l'Assemblée que la politique devient intéressante au Togo. Autrement dit, vous avez vu ce mandat, qu'est-ce que c'était? C'était calme. Ils ont fait les lois liberticides, ils ont fait tout ce qu'ils doivent faire. Ils ont bloqué le peuple de sortir. Par moment, les lois sur le Covid-19 ont été des lois, mais vraiment cyniques, qui ont été faites au Togo. Si nous avions des gens, si nous avions les parlementaires dans cette assemblée, ces lois ne sortiront pas aussi facilement. Donc, pour moi, pour déclencher une révolution au Togo, cela n'exclut pas que nous allons à certaines élections comme les élections législatives, régionales et même sénatoriales pour placer nos hommes là où il faut, les gens qui nous soutiendront dans ce que nous allons faire. Allez au Togo faire une attaque, un coup d'État, sans avoir des gens dans l'armée, sans avoir des gens sur place qui vous donnent les informations ou vous soutiennent logistiquement. Ce n'est pas possible.
Donc, l'erreur que nous faisons, c'est de dire, on est fâché, nous, on tourne le dos au Togo, laissons-leur faire, et qu'ils fassent ce qu'ils veulent, on ne participe plus à ceci et cela, et les gens s'étendent sur toute l'étendue du territoire, ils volent de l'argent, ils achètent les terres n'importe comment, ils possèdent tout le Togo, et nous restons en exil. D'ici quelques générations, le Togo n'appartiendra plus aux familles qui ont... Donc, vous pensez que nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas encore les moyens de notre révolution. C'est pour cela que vous proposez maintenant à l'opposition de s'organiser. Qu'est-ce que vous mettez dans s'organiser? Puisque l'opposition divisée, voilà, sans langue de bois, l'opposition divisée, comment est-ce que cette opposition va-t-elle participer à ces élections législatives selon vous? Sa réconciliation. Si nous qui sommes dans la diaspora, si nous poussons à la réconciliation, nous verrons que d'ici peu, les gens se parleront, même les gens de la ANC qui sont si fâchés contre la DMK, nous pourrons amener ces gens à se parler et à se serrer les mains et qu'on travaille ensemble. Donc pour moi, ce n'est pas impossible. Si nous travaillons, si on arrive à parler aux gens, on pourra faire quelque chose de solide et faire en sorte que toutes ces bagarres du passé là soient passées. Regardez, en Europe, les gens font la guerre. L'Ukraine et la Russie. Mais ils se parlent. Ils se parlent pour pouvoir se donner, se faire des accords sur certaines choses. Pourquoi c'est toujours les Africains qui ne se parlent pas quand ils sont fâchés? Il faut arriver à dépasser ces blocages-là pour que nous puissions travailler main dans la main. Même si on ne s'aime pas, il s'agit du Togo. Sur un intérêt commun, on peut s'entendre sur certaines choses et travailler au bonheur de tous les Togolais. D'accord. C'est ce que j'aimerais dire à tous ceux qui nous entendent ce soir. D'accord. Avant de continuer le débat avec vous, nous voulons bien ouvrir l'antenne à nos auditeurs pour que cette émission soit interactive, mais on va quand même le faire plus tard. Dans ce débat, vient de nous rejoindre également Coco Philippe Amedodji, depuis la Belgique, de DTB, Diaspora Togolais de Belgique, un citoyen avisé d'ailleurs depuis des années, panafricain aussi. Alors Coco Philippe Amedodji, bonsoir. Je ne sais pas s'il m'entend. Bonsoir. Je t'entends, Sylvain. Bonsoir. Alors, vous avez écouté ce débat. Depuis l'avènement de la démocratie au Togo, la transparence des élections pose un problème de crédibilité à la CENI, organe chargé d'organiser ces élections. Après le boycott des élections législatives de 2018 par l'opposition, à quelles conditions peut-elle participer aux prochaines élections législatives de 2023? Vous avez suivi le débat. Quel est d'abord votre commentaire là-dessus? Après avoir suivi les débatteurs. Tout à fait. D'abord, je m'excuse pour les conditions au niveau sonore. Je suis dans le tram et j'espère que vous me recevez. Je salue chaleureusement les trois débatteurs, en la personne de Richard Tingian, Rodrigue Pogli et Désiré Agbekwolu. À les entendre, je crois pouvoir résumer la situation comme telle. Monsieur Richard Tingian soutient, et c'est vrai, au niveau constitutionnel, au niveau de la charte des partis, les partis politiques ont vocation à conquérir, à exercer le pouvoir politique. Donc, et à le faire par l'intermédiaire des élections. Donc, on ne peut pas jeter la pierre à des partis politiques qui s'organisent pour aller aux élections. C'est dans l'ADN même des partis politiques. Maintenant, la deuxième chose, c'est que tout le monde, tous les débatteurs reconnaissent que les conditions d'organisation des élections imposées actuellement par la dictature au Togo, il ne s'agit pas seulement de la CENI, il s'agit de toutes les organisations impliquées dans le processus électoral, y compris même des observateurs internationaux. Rappelez-vous la CEDEAO dans ses commentaires. Donc, les conditions sont tellement iniques que cela a toujours empêché au Togo l'expression de la vérité des urnes. Tous les trois sont d'accord sur cette contrainte qu'impose la dictature. Maintenant, la question également est de savoir si la voie du soulèvement populaire est exploitable. Rodrigue Pogli a reconnu que actuellement les horizons sont bouchés, essentiellement en raison peut-être de la nature craintive des populations togolaises. Maintenant, dans ces conditions, qu'est-ce qu'il faut faire?
j'ai entendu un des débatteurs proposer qu'il va falloir réfléchir à une formule hybride, c'est-à-dire associer ou coupler la révolution aux élections. Donc, voilà un tout petit peu comment je peux résumer ce que je viens d'entendre. Maintenant, voilà. Allez-y, si vous avez 30 secondes, si vous voulez acheter quelque chose. Alors, je pense que vous allez revenir plus tard, puisque vous êtes aussi dans le train. Alors, merci quand même pour votre participation. Suivez-nous, on va vous relancer plus tard. Alors, justement, Dr Richard Tinjo, l'opposition clame toujours obtenir au moins une minorité de blocage à l'Assemblée nationale, justement sans langue de bois. En quoi consiste cette minorité de blocage? Est-ce que cette minorité de blocage met justement une pression sur le régime, puisque plusieurs fois dans vos interventions, ça revient minorité de blocage. Nous voulons comprendre. Je pense que le Togolais lambda ne va pas vous comprendre, puisque à chaque fois quand vous allez aux élections, on nous a volé, même chanson. Le Togolais lambda est fatigué, ils disent que les élections n'ont plus de sens au Togo. Pourquoi encore participer à ces élections? Expliquez-nous un petit peu. Je pense que vous mettez l'accent sur cette minorité de blocage, Dr Richard Tinjo. Oui, effectivement, comme je l'ai dit en début, que lorsque nous nous retrouvons à l'Assemblée et que les partis d'opposition démocratique se mettent ensemble pour constituer des groupes parlementaires, pour empêcher à ce que le régime ait les 4/5 des députés et pouvoir faire des modifications de la Constitution comme ils veulent, c'est déjà un blocage qui les empêche de réaliser leurs désirs, de réaliser leurs projets funestes. Imaginez que cette fois-ci, nous refusons d'aller à ces élections. Entre-temps, ils ont fait cette modification constitutionnelle qui permet au président sortant de briguer encore 2 mandats. Ils ne sont pas loin de revenir et de ramener leur ancienne constitution selon laquelle le mandat est limité. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps? Qu'est-ce qu'on fera pendant ce temps? Nous allons rester, les partis politiques vont mourir, les militaires vont déserter et la vie politique deviendra encore plus difficile. C'est ce qu'ils ont tenté de faire avec cette assemblée unicolore pour leur permettre de faire un passage en force et de réviser les lois comme ils veulent. Prenez l'exemple de l'état d'urgence qu'ils ont décrété. 6 mois, eux, ils donnent plus d'1 an. Ils donnent 1 an d'état d'urgence. Cette histoire de Covid, quelqu'un l'a soulevé ici. Vous avez vu comment ils ont sorti des lois pour empêcher toute manifestation. Même jusqu'à l'heure où nous vous parlons, il est très difficile à l'opposition de mener des activités politiques sur le terrain. Les maires qui se prennent pour des dieux dans leur coin, qui prennent des notes n'importe comment, en prenant l'exemple du maire de Bassar 2, qui se permet de prendre une note interdisant toute manifestation sportive et autres, sous prétexte que la nature du terrorisme ou bien les événements qui se passent, comme si dans la zone de la région Kara, il y avait déjà des attaques. La région Savane même qui connaît cette situation, ils n'ont pas agi ainsi. Vous voyez parfois le zèle de certains acteurs politiques du régime fait que si nous leur laissons la place à l'Assemblée, ils vont faire ce qu'ils veulent. Cette minorité de blocage, ce que nous disons ici, ça nous permet d'empêcher le régime de sortir des lois liberticides. Ça permet aussi aux partis politiques de pouvoir travailler à ce que les partis aient les ressources pour mobiliser le terrain, afin de pouvoir lancer des mots d'ordre. Et c'est ce qui avait été fait en 2013 avec le Parlement passé. Nous avons eu un chef de file. Nous avons des groupes parlementaires qui ont travaillé. Et c'est grâce à ce travail au Parlement avec le mouvement de Tikpi Atchadam qui a permis que nous avons pu mettre les gens dans la rue pour réclamer ce nombre de modifications. Notamment, ils nous avaient donné, la CENI, au niveau de la CENI, nous avait donné 7 sièges. Sur les 8, c'est déjà quand même un minimum qu'on devait pouvoir prendre et faire le travail. Malheureusement, on ne l'a pas fait. C'est pour vous dire que parfois le régime aussi nous lie dans nos comportements, nous lie dans notre façon d'agir, notre façon où nous agissons de façon indécise, ils lisent. Et cela porte aussi un coup dur. Le régime ne nous donnera jamais, comme je l'ai dit, les lois telles que nous le voulons pour aller aux élections. C'est à nous de nous battre. C'est à nous de sensibiliser la population
pour que la population soit Docteur consciente. Richard Tidjor, en étant divisé, puisque vous avez suivi tout à l'heure Désiré Akpekpong qui a dit même la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il se bat. Est-ce que vous, leader de l'opposition, étant divisé, invective sur invective, non, on peut plus pardonner celui-ci, c'est fini. Est-ce que c'est dans cette condition que vous voulez obtenir, entre guillemets, peut-être cette minorité de blocage à l'Assemblée nationale? Vous savez, actuellement, lorsque nous parlons de division, la division se trouve au niveau simplement que des leaders des partis politiques. Hein. Au niveau des militants dans les préfectures, ils se parlent, ils s'organisent. Et ils ont en face le régime, en face. Ils ont en face le régime. Ils se parlent. Sauf que c'est le mot d'ordre de nos leaders qui empêche ces gens-là de pouvoir travailler dans une logique d'union. Mais je vous assure, si tout le monde se met tout de suite à travailler, à penser à ces élections législatives qui constituent un enjeu majeur pour ce pays, les gens finiront par se parler. Ils finiront par se parler parce que la population va les obliger à parler. Si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu es en train de jouer le jeu du pouvoir. Et cette opposition finira par s'entendre. Une fois à l'Assemblée, ils vont vouloir constituer des groupes parlementaires pour pouvoir avoir ce blocage-là. Ils ont l'obligation de se parler. D'accord. Docteur Richard Tidjor. D'accord, mais Docteur Richard Tidjor, je ne vous coupe pas, vous allez continuer. Je vous cite, puisque vous avez laissé un message qui a circulé sur les réseaux sociaux. Alors, vous avez dit, je vous cite, force démocratique de l'opposition. L'heure n'est plus aux disputes interminables, mais l'occupation de l'espace pour les prochaines échéances électorales. Si l'union de l'opposition ne peut plus se faire, que chaque entité politique se concentre sur une zone bien définie afin de mettre en difficulté l'adversaire politique aux prochaines élections. La victoire est encore possible. Ça, c'est vous qui l'avez dit et partagé sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que vous voulez encore lancer un mot ou bien vous voulez vous adresser à vos collègues de l'opposition de revoir la copie? Oui, ce que je suis en train de dire, je suis en train de lancer un appel à la prise de conscience. Nous avons passé depuis l'éclatement de la C14 jusqu'à ce jour, DMK ainsi de suite, à passer notre temps aux disputes inutiles, qui ne nous avancent pas, mais qui fait gagner du temps au régime. Alors, si nous estimons que nous ne pouvons pas nous entendre, alors là, allons-y sur le terrain travailler. Allons-y mobiliser la population, que chacun concentre le peu de moyens dont il dispose dans la zone où il est sûr qu'il peut arracher des députés, qu'il se concentre là-bas et qu'il travaille. S'il arrive à obtenir 2, celui-ci obtient 4, l'autre obtient 3. Lorsqu'on fera la somme de ces députés que chacun a eu individuellement dans son ego, ils vont se mettre ensemble, ils auront la majorité au Parlement. Justement, Dr. Richard Tidjor, c'est l'inquiétude de certains Togolais qui peut-être sont pour ces élections, mais disent que l'opposition étant divisée, ils vont nous offrir encore la même chose, les mêmes chansons, on nous a volé. Certains pensent que ils ont peur, ils n'ont pas peur d'aller de vous accompagner pour ces élections, mais plutôt les comportements de l'opposition elle-même. Est-ce que vous allez vous entendre? Est-ce que vous allez changer un peu la donne en participant à ces élections? Oui, nous allons changer la donne. D'abord, je voudrais préciser une chose. Il y a certains partis politiques qui ne veulent même pas aller aux élections sous peur de revenir avec 0 siège. Parce qu'ils n'ont pas de représentants sur le terrain. Donc, ils vont toujours donner l'impression comme si les élections ne sont pas une alternative pour mettre la pression sur le régime. Il ne faut pas perdre de vue ces personnes-là aussi qui tiennent ce langage et qui sera amplifié par le régime. Alors, pour nous, nous estimons que si chacun se met au travail sérieusement, il définit sa zone, il se met au travail, les militants qui sont sur le terrain n'ont qu'un seul adversaire, c'est le régime. C'est comment faire pour que ce régime-là puisse les empêcher de prendre le pouvoir. Et n'oubliez pas, lorsque nous allons aux élections, chaque entité politique a ses représentants qui a les, comment on appelle-t-on, les PV. Qui ont le PV, qui le ramènent dans les états-majors des partis. Malheureusement, notre inorganisation, notre lenteur, notre nonchalance a passé du temps sur les disputes inutiles. Quand vous prenez toutes les élections auxquelles l'opposition a passé, vous allez constater que nous prenons assez de temps pour des futilités et peu de temps pour les élections, ce qui fait que parfois nous n'arrivons pas à avoir plus de résultats. C'est pour ça que je lance cet appel en demandant aux gens, oublions nos disputes. Si nous avons l'énergie pour les disputes, utilisons nos disputes pour aller sur le terrain. Mobilisons la population pour la dire, cette fois-ci nous irons aux élections, nous n'allons plus laisser cette assemblée unicolore continuer par nous sortir des lois liberticides, par nous mettre dans une vie chère, par faire en sorte que les enseignants soient mal payés,
que les gens souffrent, qu'ils aient du mal à consommer. Et vous allez même voir que c'est cette assemblée-là, on dirait même que c'est cette assemblée-là même qui est notre malheur. D'accord. Vous voyez la vie chère, comme les prix des choses. Est-ce que l'autre assemblée-là était comme ça? Il y avait une certaine pression sur le régime pour les obliger à revoir certaines dispositions. D'accord. Mais cette assemblée que nous avons ici ne fait que cautionner. Et donc tout ce que le régime veut, c'est ça qui se passe. Et au finish, c'est la population qui perd le pot cassé. D'accord. On va relancer comme là Pogli qui n'est pas pour ces élections au Togo, justement dans une dictature. Oui, aucune élection ne peut faire fléchir un pouvoir dictatorial. Alors comment Pogli, justement, dans votre logique, certains observateurs de la vie politique togolaise pensent, à tort ou à raison, que c'est principalement les Togolais de la diaspora, et donc hors de la portée des violences de la dictature, qui appellent souvent au soulèvement populaire. Alors, dans cette condition, ne pensez-vous pas qu'il est facile de préparer, d'organiser une révolution populaire en étant à l'étranger? Est-ce que nous sommes très loin? C'est pour ça qu'on dit révolution, sortez massivement. Est-ce que c'est parce que nous sommes de la diaspora? Ce n'est pas nous qui subissons ces répressions policières, comme la Pogli. Je pense que il faut d'abord resituer un peu le débat. C'est que la question, pour nous, la faute n'est pas aux élections en tant que telles. C'est pas les élections qui sont le problème. Le problème, je le reprécise, c'est la nature du régime que nous avons en face de nous. Et quand vous avez un problème, il faut bien l'analyser pour savoir avec quels moyens vous devez pouvoir l'attaquer et résoudre ce problème. Donc, on peut pas, sous prétexte de se noyer, ou bien sous prétexte d'avoir trop fait ceci ou cela, que le peuple est ceci ou cela, on va utiliser des prétextes du peuple qui souffre. Justement, le peuple souffre, mais préparons-le à se soulever, c'est tout. C'est-à-dire que tout ce qu'on est en train de dire là, à la fois sur le plan théorique et sur le plan pratique, donc des faits, factuellement, historiquement, théoriquement et historiquement de manière pratique, tout ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité, c'est que à un moment donné, quand les peuples sont confrontés à des régimes comme celui que nous avons au Togo, les peuples font tout simplement leur devoir. Maintenant, je redis encore une fois, si nous ne sommes pas capables, si ceux qui veulent travailler sur ce courant-là ne sont pas capables d'organiser ce courant-là, ça c'est leur affaire. Ça c'est leur affaire. Donc, ce que je peux dire, je ne vais pas blâmer tous ceux qui veulent aller aux élections, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Maintenant, je vais pas. Comme la Pogli, sa langue de bois. Est-ce que vous allez lancer, c'est sa langue de bois. Non, on n'a rien contre vous. Je ne pense pas que Montra va lancer une campagne contre ces opposants qui veulent aller à ces élections. Non, pas du tout. Enfin, écoutez, nous, on va pas s'épuiser. Ça, c'est stérile parce que ça sert à rien. Ceux qui vont aux élections, ils savent ce à quoi ils doivent s'attendre. Et moi, je pense même que c'est mieux que ces gens-là concluent un pacte ou un accord de partage du pouvoir avec le RPT, ce serait mieux, comme l'UFC l'a fait. Et on a vu ce que l'UFC est devenu. Donc, ces gens-là, ils feraient mieux, au lieu de prêcher l'élection dans un régime colonial, il ferait mieux d'aller conclure un accord de partage avec le régime. Admettons que finalement l'opposition a une minute de blocage. Comment pour Guillaume va parler de langue de bois? Admettons qu'il y a une minute de blocage. Donc, Dr. Richard dit, ne vous convainc pas. Non, il faut pas dire des choses qui ne vont pas se réaliser. Parce que ce régime, je dis encore une fois que ce régime est tout à fait fermé à tout ce qui est expression populaire démocratique dans le pays. C'est clair ça, on n'a pas besoin de... Pourquoi voulez-vous qu'on révèle l'évidence à des gens qui vivent les réalités au quotidien? Donc ça, moi, ça m'intéresse pas. C'est un débat qui ne m'intéresse même pas. Moi, ce que je veux dire, et je vais en rester là, c'est que les patriotes togolais qui sont conscients de la nature de ce régime et qu'ils veulent, coûte que coûte, s'inscrire dans l'histoire en donnant l'organisation, la structuration et la puissance qu'il faut à notre peuple qui est dans un état de faiblesse aujourd'hui, fatigué parce que ce peuple traîne une fatigue populaire parce qu'ayant été traîné dans les arcanes des élections, de dialogue, de négociation, de gouvernement d'union nationale, etc., tous ceux qui ont abouti finalement à une impasse populaire aujourd'hui, il y a une fatigue populaire qui s'est instaurée. Et prenant conscience de ça, il faut qu'il y ait des patriotes qui s'élèvent et qui s'organisent, qui travaillent sur le seul courant que l'histoire a indiqué aux peuples qui sont écrasés par des tyrannies héréditaires de type colonial, comme
le régime franco-nyastingbe que nous avons au Togo. Donc, les patriotes togolais, aussi bien dans la diaspora qu'à l'intérieur du pays, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, parce que les Togolais ont beaucoup d'expérience, ils ont beaucoup appris de ce régime. Ils attendent tout simplement que ce courant s'organise. L'appel que je veux lancer ce soir, c'est que nos compatriotes qui sont parfaitement au courant des lois de l'histoire doivent nous rejoindre, doivent rejoindre les patriotes. Nous devons nous rechercher maintenant en tant que patriotes pour organiser ce courant-là. Puisque c'est vrai, puisque ça fait plus de 20 ans, vous l'avez dit, hein, cette révolution ne se prépare également pas. Voilà, notre peuple a la capacité de surgir et de pouvoir faire ce travail. Mais ce travail-là doit être préparé d'abord. Donc, il faut qu'il y ait un travail qui se fasse là-dessus. Moi, je lance juste un appel aux patriotes togolais de ne pas désespérer, de laisser ceux qui veulent aller aux élections y aller. Moi, je ne vais même pas m'attarder sur cette question-là. Ceux qui veulent faire un accord de partage avec le régime, ils ont le droit de le faire. Mais, en définitive, la voie que l'histoire a indiquée va s'imposer à un moment donné. Ça, c'est vrai. Il ne faut pas que les Togolais soient pessimistes et qui se confient à Dieu ou bien qui suivent des vendeurs d'illusions électoralistes qui vont encore une fois enfermer notre pays, notre peuple dans la désillusion, dans une impasse. Eh bien, que les Togolais commencent par retravailler tranquillement, laissent le régime agir. C'est tout à fait normal. C'est comme ça que l'histoire se déroule. Que le régime agisse, qu'il fasse ce qu'il veut, mais un jour seulement, le peuple va se soulever et va renverser ce régime. C'est la seule condition pour que le pays renaisse. Donc, moi, je lance l'appel aux patriotes togolais, aussi bien à l'intérieur que dans la diaspora, pour nous rejoindre, pour que nous puissions commencer ce travail, indépendamment du calendrier fixé par le régime RPT qui embarque une partie de son opposition institutionnelle dans le sillage des élections. D'accord. Avant de relancer Kokou Philippe Amedoji, qui peut encore commenter ce débat avec nous, on va voir rapidement la réaction de Désiré Agbekponou, visiblement, tout ce que vous avez dit, vous et Dr Isatinjo, ça ne convainc pas, comme la Pogé de Moltra qui prône toujours cette révolution. Un jour, le peuple togolais va se soulever, un jour, mais on ne sait pas quand, il faut toute une préparation. Alors, Désiré Agbekponou, je vais me répéter, à quelles conditions, l'opposition togolaise divisée, doit-elle participer aux prochaines élections législatives selon vous? Oui, Sylvain Amos. Désiré, prenez le temps de nous expliquer, parce que vous choisissez la voie des élections, mais ça ne convainc pas beaucoup de Togolais, parce que on nous a volé, c'est la même chanson. Maintenant, vous dites, vous motivez l'opposition et le peuple togolais de participer à ces élections législatives. À quelles conditions, selon vous? Oui, en attendant, laisse-moi dire un petit mot à mon frère Rodrigue Mogli. Nous souhaitons également que cette révolution se fasse. Donc, l'appel aux patriotes, elle est entendue. Mais je crois que ça fait 30 ans maintenant que nous sommes dans ce schéma et que peut-être que ça va se réaliser, mais peut-être que ça ne se réalisera pas. Mais permettons que la seconde voie, celle de déblocage au niveau du Parlement, au niveau de l'infiltration du régime par les maires de l'opposition et les conseillers de l'opposition, soit également un moyen de lutte, c'est-à-dire que nous avons besoin du financement. Ces gens-là qui sont sur le terrain ont besoin d'être rémunérés pour pouvoir mobiliser, avoir une relation directe avec le peuple et que ce peuple-là puisse avoir confiance à nouveau à l'opposition. Nous allons aller à ces élections, quelles que soient les conditions. Sylvain Amos, ne soyons pas défaitistes. Nous allons commencer à travailler dès maintenant à changer. Je pense que Nabouja Bouraïma aussi a compris, il a fait un message qui a circulé sur les réseaux sociaux, mais je pense que cela choque quand même certains membres de la dynamique Monseigneur Poudrou quand même. Mais il va falloir s'organiser, tout simplement. S'organiser, vous savez, quand Agbéoumé a gagné, c'est parce que nous nous sommes organisés. On a pu prouver qu'il y a eu des fraudes massives. Nous avons eu des procès-verbaux. Et avec ces procès-verbaux, on a pu prouver que Agbéoumé a gagné les élections. C'est ce que nous ferons pour chaque candidat, quelle que soit sa couleur politique. Nous allons, nous de la... Agbéoumé Kodjo étant en exil, ça peut se faire? Monseigneur Kodjo étant en exil? Absolument, Nabouja vous a répondu hier.
Ce n'est pas parce que les leaders sont à l'étranger que ceux qui représentent les courants de ces leaders ne peuvent plus bouger, ne peuvent plus être actifs. Nous pouvons compter sur ces gens et nous comptons sur eux depuis 2 ans. Sans aucune rémunération, ces gens ont travaillé. Des durs labeurs, ils ont bossé jusqu'aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on ne leur donnera pas un peu de crédibilité pour que ces gens nous représentent, qu'ils puissent avoir l'immunité qu'il faut, qu'ils puissent avoir la rémunération du peuple pour pouvoir travailler convenablement sur leur région et créer un lien avec le peuple. Vous voulez la révolution, c'est ce lien-là qui manque entre le peuple et ceux qui représentent, les représentants de chaque opposition, de chaque parti d'opposition sur le terrain. Il manque un cordon ombilical. Les présidents de partis ou ceux qui sont candidats aux élections présidentielles appellent le peuple à sortir. Le peuple ne sort pas parce que le peuple ne les connaît pas. Le peuple a voté pour eux à cause d'une personne qui ne les a pas appelés à sortir. Si cette personne était en danger, le peuple sortira. Et la révolution, c'est là que ça va se faire. Ce régime commet des gaffes sur gaffes. Une fois que nous mettons nos hommes sur le terrain, leur donnons les crédibilités qu'il faut, et que leurs cousins, leurs frères, leurs amis d'enfance sont ceux-là qui sont prêts à mourir pour eux, vous verrez qu'ensemble, sur toute l'étendue du territoire, il va y avoir une révolution. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. C'est pour ça que moi, j'appelle les gens à se mobiliser pour faire réunir les conditions pour ces Vous ne répondez pas à ma question. À quelles conditions l'opposition togolaise divisée doit-elle maintenant participer aux prochaines élections législatives? À quelles conditions? Elle doit faire sa réconciliation. Je les appelle dès maintenant. J'appelle Jean-Pierre Fabre. J'appelle le président Agbeyome à se parler. Oublions pour l'instant les religieux. Je veux dire qu'il y a des gens qui sont du côté de Monseigneur. Je vais nommer une personne qui nous empoisonne jusqu'aujourd'hui. Il s'agit de l'assistant de Monseigneur. Ce n'est pas un Monseigneur lui-même. Cette personne met le poison dans l'eau qui fait que l'opposition... On va pas faire d'amalgame. On va pas... Passons côté. Je vous assure qu'il faut que les politiques mettent de côté ce côté religieux. Ce côté, elle est importante quand les religieux se comportent comme le père de la nation qui fait en sorte que la réconciliation est possible. Si cela n'existe pas, les politiques doivent eux-mêmes initier la chose. Moi, je suis en train de les appeler dès ce soir à se parler eux-mêmes et à réaliser cette réconciliation et non d'attendre quelqu'un pour le faire pour eux. Parlez-vous. C'est ça que l'Africain n'arrive pas. C'est la faiblesse de l'Africain. L'Africain se fâche. Désiré, vous-même, sans langue de bois dans cette émission, vous-même, vous êtes intervenu plusieurs fois sur les réseaux sociaux, hein. Vous avez invectivé certains leaders politiques. Est-ce que vous allez maintenant, à travers ce que vous dites maintenant dans cette émission, est-ce que vous pouvez appeler personnellement peut-être Jean-Pierre Fabre pour lui dire, voilà les conditions dans lesquelles vous pouvez participer aux prochaines élections législatives? Vous pouvez le faire. J'ai déjà crié sur toi, j'ai déjà dit des choses. Sur le coup de la colère. Mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons plus nous parler. Ça ne veut pas dire que je ne te reconnais plus en tant que leader de l'opposition. C'est ce que nous devons faire. Sur le champ, il y a des choses qui se sont passées. Il y a eu de la naïveté sur le terrain. Ils ont été aussi naïfs sur certaines choses. C'est normal. Celui qui est le spectateur voit le joueur sur le terrain va dire, mais pourquoi tu as fait ça? Les gens vont jusqu'à donner le coup de pied à leur voisin à côté quand ils regardent le foot. Mais ce n'est pas si facile sur le terrain. Reconnaissons-le. Donc, je dis à Jean-Pierre Fabre, je m'excuse d'avoir crié sur toi. Je dis à Madame Adjamabo, je m'excuse de t'avoir traité de je ne sais pas quoi. Je me souviens plus ce que j'ai dit. Il y a Maître Apévon également. Nous devons encore nous parler. Il y a Maître Apévon également aussi. À Maître Apévon, qui est mon ami, j'ai déjà fait ma réconciliation avec Maître Apévon depuis longtemps. Je sais que j'ai déjà crié sur lui. Maître Apévon est mon avocat. On se connaît. Je lui dis que Maître Apévon, rien ne t'enlèvera ton poids. Dans tout le travail que tu as fait pour le Togolais. Je reconnais largement que vous êtes une personne de valeur. Donc, allons ensemble
Maître Apévan est une personne de paix, justement. Maître Apévan, on peut le charger de ce message de messager de paix pour réconcilier les uns les autres. Il le fera volontiers. Donc, pour moi, là, rien n'empêchera les Togolais. C'est l'amour. Même ceux-là qui sont dans l'unir aujourd'hui, ce qu'ils font ne le savent pas. Mais quand les yeux vont être ouverts parce qu'ils sont en train de travailler contre leur progéniture, parce qu'aujourd'hui, eux, ils jouissent des biens du pays, ils font n'importe quoi. Mais demain, quand ils ne seront pas là, si vous prenez l'exemple de certains ministres aujourd'hui qu'on a oubliés, leurs enfants souffrent. D'ailleurs, si nous prenons juste des enfants des Yadema qui n'ont pas le travail, ceux-là qui ne sont pas tellement proches de Fonya Singbe, ils souffrent aussi. Alors pourquoi est-ce que le noir, l'Africain ne peut pas ouvrir les yeux pour dire quand je fais ça, je le fais contre tout un pays? Tout ce que vous faites là, et vous ne pensez pas à vos frères, vos sœurs, et que vous méprisez ceux-là que vous ne connaissez même pas, c'est contre vos propres progénitures que vous faites ça. Vos petits-enfants vont souffrir. Donc, essayons de calmer le jeu et de se dire, à partir d'aujourd'hui, il faut la réconciliation au Togo. Il faut que même ceux qui sont de l'UNIR, qui sont véhéments là, qui crachent leur venin, qui viennent et qui serrent la main à ceux-là qui sont leurs adversaires, pour que nous puissions réaliser quelque chose au Togo. Mais dans ce cas, pourquoi vous n'allez pas 30 secondes, faire un accord de gouvernement avec le régime APT? C'est plus clair. Ce n'est pas ça nous évite tout ça. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit pas de ça. Le Togo nous appartient à tous. D'accord. Monsieur Togo. Le Togo nous appartient à tous. Il y en a qui ont des armes et qui ont le pouvoir à cause de l'armée. Mais sinon, oui, mais allez les désarmer. Pas un accord. Non, ne le coupez pas, Pogli, vous allez avoir la parole également. Non, j'essaie juste de rebondir. Je sais, quand même. La cohérence dans ce que nous faisons. D'accord. C'est la haine. C'est la haine qui fait. D'accord. Alors, désolé, on va conclure ce débat. Mais avant de conclure ce débat, on va relancer Kokou Philippe Amédodi, qui suit depuis Liège, en Belgique, de bout en bout, ce débat très important pour beaucoup de Togolais d'ailleurs. Aller aux élections, les élections, c'est clair, sans langue de bois, les élections n'ont plus de sens au Togo. On nous a volé. Ça, c'est la chanson de tous les jeux de l'opposition. Alors, la même question, Philippe Amédodi, après avoir écouté nos débatteurs, à quelles conditions, selon vous, l'opposition togolaise divisée doit-elle participer aux prochaines élections législatives? Même si ceux qui prennent le boycott aussi, ils vont dire oui, on va pas, comme la Congrès l'a dit, oui, Moltra ne va pas lancer une campagne de démobilisation. Non, il va pas le faire, il va vous laisser faire, participer aux élections. Mais est-ce que vous avez l'opposition a un minimum de responsabilité de revoir la copie quand même, Coco Philippe Amédodi? Sylvain, je te remercie bien. Moi, j'aimerais juste faire relever à l'entame des discussions que notre ami Pogli évoque bien la Constitution dans son article 150 pour dire que la Constitution togolaise, la Constitution de 1992 donne le droit au peuple togolais de s'insurger lorsque le pouvoir est pris ou est confisqué par quelqu'un d'illégitime. Mais je suis étonné que Rodrigue n'ait pas lu le début de la Constitution qui dit également que la dévolution du pouvoir politique au Togo se fait par les élections. Donc, s'il nous plaît, les amis, et j'ai entendu tout à l'heure mon ami Désiré se fondre en excuses. Vous savez, le problème aussi des Togolais, c'est de se laisser emporter par la passion. Nous savons, nous qui débattons ce soir, que nous voulons tous la même chose pour le Togo. Donc, je suis quand même déçu d'entendre à plusieurs reprises certains dire qu'il suffit alors de conclure un accord de co-gouvernant ou bien de gouvernement conjoint avec le régime. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. J'invite ceux qui nous écoutent à aller jeter un coup d'œil dans l'article 81 de la même Constitution qui reprend les prérogatives de l'Assemblée nationale. Vous verrez alors que il y a moyen de faire des choses. Je rappelle également, en passant, et j'appuie Monsieur Richard Ting dans cela, vous vous rappelez, Rodrigue parlait des faits. Qu'est-ce qui s'est passé en 1999, lorsque l'opposition togolaise a boycotté les élections? En 2020,
Et Yadema a, non, qu'est-ce que je dis? C'était en 2000, en 1900, oui, en 2000, donc en 1999, l'opposition a boycotté les élections. En 2020, Yadema a changé, se retrouvant seul, les élections législatives, se retrouvant seul à l'Assemblée, le RPT a pu modifier la Constitution en la faveur de Yadema. Tout récemment, en 2018, lorsque l'opposition a boycotté les élections du 20 décembre 2018, quelques mois plus tard, en mai 2020, je crois, UNIR, se retrouvant tout seul et en majorité écrasante à l'Assemblée, la Constitution a encore été modifiée pour permettre à Faure de briguer un troisième, puis un quatrième, voire un cinquième mandat. Les amis, lorsque il faudrait pas que nos mémoires soient sélectives, lorsque nous voulons parler des faits, soyons factuels. Il y a des faits qu'on ne peut pas ignorer et prendre d'autres pour servir uniquement d'argument. J'aimerais terminer par ceci. Moi, je constate tout simplement que la DSA, qui est également membre de la DMK, et par la voix de Richard Tingor ce soir, dit que la DMK s'apprête à aller aux élections législatives au Togo. D'ailleurs, la DSA, très habilement ou bien intelligemment, appelle les leaders de l'opposition à aller travailler le terrain. Ma question pour conclure. Maintenant, on sait que vous voulez motiver les Togolais à participer à ces élections législatives, mais à quelles conditions l'opposition divisée doit-elle participer aux prochaines élections législatives? Pour désirer il faut toute une réconciliation entre les leaders. Tout à fait. Vous savez, actuellement, le rapport de force indispensable pour contraindre la dictature à donner les garanties de transparence et de vérité des élections est défavorable à l'opposition. L'opposition est divisée, est émiettée. L'union faisant la force, je suis également de ceux qui pensent que l'opposition doit se retrouver. Je pense qu'il y a plus de choses aujourd'hui qui permettent d'unir l'opposition que de la diviser. Quel est le parti politique, quel est le leader politique censé au Togo qui pourrait accepter d'aller courir les pattes et les mains, les pieds et les mains cassés? C'est dans ces conditions-là que la dictature voudrait organiser les élections. Donc, il faut absolument que l'opposition, dans les jours prochains, se retrouve, en tout cas ceux qui sont conscients de la nécessité d'imposer ou de contraindre la dictature à opérer des réformes sur plusieurs plans. Il y a le code électoral à changer, il y a les institutions qui organisent, qui supervisent et qui contrôlent le processus électoral doivent être revus, doivent être réformés. Il y a également et surtout le découpage électoral également. Nous parlons des législatives. Nous avons montré il y a quelques jours que en 2013, nous avons montré qu'en 2013, UNIR s'est fait élire et UNIR a pu envoyer 68 députés à l'Assemblée en se basant sur 49% des suffrages. Le CST et l'Arc-en-Ciel, parti d'opposition, ont pu envoyer seulement, je crois, 18 députés à l'Assemblée, alors qu'ils avaient 42% des suffrages. Ça veut dire qu'il y a également un problème au niveau du découpage électoral au Togo. C'est-à-dire, normalement, dans une démocratie qui se respecte, le nombre de députés doit être déterminé par la concentration, doit être directement proportionnel au nombre d'habitants. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a du travail sur le terrain. Monsieur Tingor l'a dit tout à l'heure, fini le temps des palabres. Ceux qui ne veulent pas y aller pour des raisons, parce qu'ils sont en train de préparer la révolution, il n'y a pas de problème, il n'y a pas à se disputer. Qu'ils continuent à faire ce qu'ils
ce en quoi ils croient fortement, et on peut les encourager. Et ceux qui pensent que la participation aux élections pourrait en tout cas permettre d'être présent et de défendre les intérêts du peuple, qu'ils y aillent. Je termine en disant ceci. À plusieurs reprises, la problématique des ressources qui manquent réellement à l'opposition est revenue. Attention les amis, là je m'adresse à monsieur Richard Tinjo et à Désiré Agbekonou. Si vous faites croire aux populations que la présence des députés à l'Assemblée, c'est également pour trouver du financement, je crois que vous risquez de biaiser le débat. Ça, c'est vrai. On ne va pas à l'Assemblée pour s'enrichir. Sinon, je ne caricature pas. Attention, si vous commencez à tenir ce discours, alors on vous traiterait de collabo. Exactement. Le n'est pas clair. Philippe, dans chaque pays. Désiré, allez-y. 30 secondes. Oui, j'arrête, oui. D'accord. Donc, on ne vous a pas suivi comme il faut, hein. Continuez pour 30 secondes quand même. Répondez, si vous voulez. Je suis en train de dire que il n'y a pas d'équilibre. Le APT uni a le trésor, hein, dans sa main. Il puise là-dedans. Les autres partis politiques ne sont pas financés. Ils doivent être financés. Ça doit être dans la loi. Et pour ça, envoyons des gens au Parlement pour que cette loi-là soit votée. C'est légal, c'est légitime dans tous les pays dans lesquels nous vivons, à l'extérieur. Les partis politiques, il suffit d'avoir un certain poids dans la population. Ils sont tous financés. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on propose ça ne serait On va conclure après. Alors 30 secondes, Kokou Philippe Amendo dit pour conclure rapidement, avant de relancer comme la Pogli, hein, puisque vous l'avez indexé, je pense qu'il va réagir aussi, hein, rapidement, 30 secondes pour conclure rapidement avec vous. Moi, j'aimerais dire ceci. Il faudrait que nous puissions arriver à dépassionner ce débat. Lorsque on prétend être démocrate, on ne peut pas d'un revers de main balayer un débat aussi important qui porte sur un sujet capital. Le pouvoir législatif qui est dévolu au Parlement est repris dans la Constitution de 1992. D'aucuns pourraient me dire, nous ne sommes pas en démocratie, nous devrons jeter la Constitution à la poubelle et organiser la révolution et pour prendre le pouvoir. Je peux les entendre, je les comprends, mais que ces personnes-là souffrent également, que d'autres ne pensent pas comme eux et que d'autres cherchent des alternatives. Des alternatives, il y en a. Des alternatives, c'est d'aller aux élections législatives dans les meilleures conditions, tout en se ménageant les garanties de transparence et de vérité des urnes. En tout cas, merci beaucoup, Kokou Philippe Amendo dit. On va continuer ce débat plus tard, hein, dans les prochaines semaines. Je rappelle que vous êtes membre de DTB, Diaspora Togolaise de Belgique. Alors, on va conclure également maintenant avec Komlan Pogli, hein. Vous avez suivi Philippe Amendo dit, hein, sur votre option de révolution. Alors, Komlan Pogli, pour conclure également ce débat citoyen sur Radio Avolete Canal K. Ne pensez-vous pas que cette option de révolution que vous prônez fait courir trop de risques aux Togolais qui sont sur le terrain et qui se retrouvent justement sans défense et à la merci des plus cruelles dictatures au monde, hein? On sait que au Togo, c'est appauvri pour mieux les dompter, hein, répression, dictature, répression sanglante dont fait peur la population pour qu'elle ne bouge pas. Alors, que direz-vous pour conclure ce débat citoyen, comme la Pogli? Non, les peuples doivent choisir entre le destin de la servitude de manière éternelle, en essayant de caresser la tyrannie héréditaire de type colonial dans le sens du poil, en disant que, oh là là, on n'a pas les armes pour le combattre, on n'a pas les moyens, on a trop fait, on a déjà tout fait, donc il ne reste que Dieu qui peut nous sauver. Ou bien continuons sur la voie sur laquelle nous avons toujours été, parce que cette voie-là, elle nous soulage un tout petit peu. En tout cas, Rodrigue, c'est quand même compliqué, hein. Je ne vous coupe pas. Oui, la révolution prônée pendant 30 ans, on ne l'a jamais fait, hein. Non, les élections aussi, on l'a jamais fait. Ça fait compliqué quand même. Sylvain Amos, moi, je ne prône rien. C'est-à-dire que moi, je tire tout simplement les conclusions de ce que l'histoire a enseigné aux sociétés humaines.
Et la révolution, c'est quelque chose qui est permanent. Donc, c'est pas simplement qu'on va dire, oui, ça fait 30 ans qu'on a prôné un soulèvement populaire au Togo, et je ne sais pas quel est le courant. Donc, vous pensez qu'on doit faire une pause totale, on doit faire une pause totale pour reprendre l'idée de révolution. Non, c'est pas une question de pause. J'ai expliqué 1000 fois déjà sur cette antenne. J'ai fait des vidéos, j'ai écrit des articles. Je suis fatigué de dire les mêmes choses. Ceux qui veulent aller aux élections, ils ont le droit d'y aller. Le courant qui veut, tout simplement, tirant les enseignements de l'histoire, qui sait que c'est pas ça que l'histoire a enseigné au peuple dominé, que ce courant-là s'organise. Moi, c'est mon appel, tout simplement. C'est-à-dire qu'au-delà maintenant de l'opposition institutionnelle qui accompagne le système, qui, fatigué aussi, parce que peut-être désabusé, ne sachant plus quelle réflexion mener, veut continuer sur le même chemin, peut continuer. Mais simplement, cette fois-ci, il faudra que l'opposition populaire s'exprime. Et cette opposition populaire, elle doit s'organiser. Donc, le Moltra, nous avons travaillé sur ce schéma depuis des années. Maintenant, il faut l'incarner. Il faut qu'on trouve des patriotes. C'est pour ça que je ne vais pas me poumonner pour convaincre les gens de ne pas aller aux élections. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Maintenant, il faut simplement que les patriotes togolais se regroupent, s'organisent et travaillent de manière disciplinée, de manière ordonnée, sur la base d'une planification stratégique. C'est-à-dire un plan. Il faut qu'on sorte également du sentimentalisme politique, parce que je dis boycott, je dis boycott, c'est fini quoi, donc je fais plus rien. Non, les termes là, ça ne me regarde même pas, boycott ou pas. Moi, je m'en fous de ça. Ce qui m'intéresse, c'est de dire simplement que les patriotes togolais doivent, après avoir analysé la situation depuis toutes ces années, et puis si on veut remonter l'histoire du peuple noir, parce que la marche du peuple togolais s'inscrit dans la marche historique du peuple noir, on doit voir la situation qui est la nôtre et définir absolument la voie la plus adaptée et la moins coûteuse, parce qu'en réalité, quand on parle des voies de réforme, de dialogue, de discussion, d'élection, ce sont les voies les plus coûteuses parce que ces voies-là font durer encore plus le régime. Donc, pour court-circuiter, pour raccourcir la vie de ce régime-là, nous devons tous travailler sur le seul schéma que l'histoire a indiqué au peuple. Mais évidemment, il est tout à fait normal qu'il y ait des courants dans le pays qui trouvent que, bon, il faut aller aux élections, d'autres courants veulent discuter avec le régime, d'autres veulent conclure un accord de gouvernement, etc., etc. C'est tout à fait normal. C'est la vie des sociétés. Mais je dis que les patriotes togolais doivent organiser l'opposition populaire maintenant. Moi, je n'ai même pas le temps de discuter de l'opposition institutionnelle dont j'ai parlé à plusieurs reprises. Donc aujourd'hui, que cette opposition institutionnelle veuille aller à ces élections, c'est son droit le plus absolu, mais le courant patriote qui a compris les lois de l'histoire doit absolument organiser maintenant l'opposition populaire. Et je dirais ceci, pour l'histoire, notre pays a les ressources pour pouvoir organiser ce tsunami populaire. Ce pays a les ressources. Il ne faut pas que les Togolais envoient à leur cerveau comme quoi ils sont incapables, ils sont définitivement démissionnaires, qu'ils sont défaits définitivement par ce régime. Parce que oui, pour le moment, ce régime donne l'impression d'être toute puissant et que les Togolais ne sont rien à côté de lui, mais c'est faux. C'est parce que nous avons traîné nos pattes sur des faux sentiers, des faux chemins qui nous ont conduits à une impasse où nous avons l'impression qu'il n'y a que Dieu ou bien la continuité sur la même voie qui va essayer de soulager nos peines. Si nous faisons ça, c'est que nous nous trompons. Donc, les Togolais doivent collectivement comprendre, nous devons envoyer à nos cerveaux que si demain ils décident véritablement de mettre fin à ce régime, ils en ont la capacité. Mais la condition, c'est d'abord un travail sérieux, discipliné, reconnaître ce courant qui est un courant clair, qui a fait un travail théorique sur cette question depuis des années, rejoindre ce courant, le soutenir et le faire dans la sincérité, dans la vérité, en gardant l'esprit que les peuples ont toujours triomphé de toutes les tyrannies. C'est ça la loi que l'histoire a enseignée au peuple et non les compromissions et les circonvolutions, etc., etc. Je veux dire une dernière chose par rapport à ce que Philippe a dit sur la Constitution. Et je suis tout à fait cohérent, c'est que c'est Philippe qui se mélange les pédales parce que quand il dit que le début de la Constitution du Togo, quoique déjà la Constitution elle est problématique, mais faisons ce débat là. Si déjà au début de la Constitution c'est écrit que c'est le peuple par la voie des urnes qui donne le pouvoir et que l'article 150 dit que si un régime empêche la voie démocratique, la voie populaire de s'exprimer,
et que en ce moment-là, le peuple a le droit de se soulever, eh bien, je ne vois pas en quoi j'aurais tort et que je serais sélectif, c'est Philippe qui se trompe. Donc, c'est tout à fait cohérent. Oui, le début de la Constitution dit que le peuple dévolue le pouvoir à travers les élections et choisissant ses représentants, mais lorsqu'une minorité accapare le pays avec l'aide de l'étranger, avec la géopolitique, les puissances étrangères et embrigade le pays, l'article 150, qui est qu'un état d'esprit, doit être mis en œuvre. C'est-à-dire que le peuple togolais doit tout à fait s'organiser, aussi bien dans la diaspora qu'à l'intérieur du pays, pour mettre hors d'état de nuire cette minorité-là. Donc, encore une fois, et je terminerai là, mon appel, c'est de dire que nous sommes prêts, nous voulons travailler sur cette question du tsunami populaire. Il y a des peuples qui l'ont réalisé, il y a des dictatures qui ont présenté des visages beaucoup plus durs que le régime togolais, mais les peuples, quand ils se sont soulevés, ils ont réussi à les terrasser. Donc, les Togolais doivent garder confiance et courage, détermination pour travailler sur cette question. Confiance, courage et détermination, c'est bien pour arriver à une révolution. En tout cas, merci beaucoup, Komla Pogli, secrétaire général de Molta, mouvement pour la libération totale et la reconstruction totale de l'Afrique. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat citoyen. On va relancer maintenant Désiré Agbekpono avant de conclure également avec le politicien Dr Richard. Alors Désiré Agbekpono, nous sommes arrivés à la fin de ce débat. En gros, que direz-vous, surtout au peuple togolais, qui doit aussi se mobiliser, soit pour une révolution, soit pour les élections, pour chasser Faure Gnassingbé du pouvoir, de père en fils de plus de 50 ans. Désiré Agbekpono, que direz-vous pour conclure ce débat citoyen? Moi, j'aimerais dire au peuple togolais et à la diaspora même de ne pas rester fâché avec l'opposition togolaise. Elle doit elle-même faire son mea culpa et que nous puissions repartir sur un bon pied, que nous puissions nous mobiliser rapidement pour soutenir nos opposants, surtout la DMK, excusez-moi. J'aimerais dire que personne ne boycotte cette élection parce que sinon, Faure Gnassingbé va encore une fois changer la constitution pour se présenter à vitam aeternam, ce qui sera très 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 fâcheux. J'aimerais, comme dit notre collègue Pogli, courage, confiance et détermination à ceux qui vont mener cette lutte. Il ne suffit pas d'être élu, mais à l'Assemblée nationale, mes amis, soyez déterminés, soyez courageux, faites en sorte que le peuple puisse être fier de vous. Voilà tout ce que j'aimerais dire. Merci beaucoup également, Désiré Agbekpono. Je pense que vous êtes toujours membre de la dynamique Mossonien Podjou. Donc, non. On va rester dans cette dynamique pour pouvoir revoir la mobilisation autour de cette dynamique. C'est clair. Nous sommes tous Togolais, que ce soit que je sois de l'ANC, du FDR, DSA, un peu partout. Nous sommes tous des Togolais pour combattre ce régime dictatorial. En tout cas, merci beaucoup, Désiré. Je pense que dans les prochains jours, on peut refaire ce débat en langue mina, que nous maîtrisons d'ailleurs, dans laquelle nous nous sentons beaucoup plus forts en tant qu'Africains. Merci, Désiré Agbekpono, et bonsoir. Bonne soirée. On va conclure également avec Dr Richard Tinjo. Vous êtes politique, je sais pourquoi je voudrais vous donner en dernier la parole pour conclure ce débat, puisque c'est vous qui allez souvent à ces élections. On nous a volé. Je me répète, parce que nous représentons un petit peu le peuple togolais. Le peuple togolais est un petit peu fâché, parce que oui, à chaque fois qu'on vous fait confiance, vous participez à des élections, on vous vole, mais comment est-ce que vous allez maintenant vous organiser pour participer à ces élections? C'est la question que se posent beaucoup de Togolais d'ailleurs. Peut-on renverser ce régime par la dictature? C'est la question qu'on se pose d'ailleurs également. Que direz-vous pour conclure ce débat, Dr Richard Tinjo? Merci. Avant cela, permettez-moi que je revienne un peu sur l'intervention de Pogli pour nous dire la révolution ne se fait pas par une grande masse. La révolution, selon l'histoire, s'organise par un petit groupe. C'est ce qu'on appelle la dynamique sociale. C'est un petit groupe qui organise la révolution et cela fait tache d'huile. Si vous prenez même un peu ce qui se passe avec le terrorisme, les terroristes ne sont pas répandus sur le monde entier comme ça. C'est à partir d'un petit groupe qu'ils ont travaillé jusqu'à entacher tout le monde entier.
C'est pour dire la question de la révolution, on n'a même pas besoin de débattre. D'en faire un débat. Parce que ça fait partie des stratégies politiques qui ne méritent pas d'être dévoilées. Mais ce qui mérite de faire l'objet de discussions, de débats, c'est les élections. La voie démocratique, la voie officielle que le constitutionnalisme nous a donnée. On n'a pas besoin d'épiloguer tout le temps sur la révolution, sur la manière dont on pense faire la révolution. L'adversaire n'est pas dupe. L'adversaire écoute et suit. Et c'est que nous avons en idée, l'idée de faire la révolution. Ce qui va pas marcher. Bon, quant à ce qui concerne cette histoire d'élection, il faudrait que nous allions sur le terrain travailler. Moi, je continue par insister là-dessus. C'est le travail qui va payer, qui va nous permettre de renverser la tendance. Regardez un peu ce qui se passe dans les bureaux de vote. Moi, j'aurais aimé qu'on mette la pression sur le régime, au lieu qu'on mette les isoloirs dans les salles, qu'on puisse le faire à ciel ouvert. Isoloirs, tous les membres, tout le monde doit se mettre dehors pour qu'on voit tout ce qui se passe. Parce que les gens vont dans les bureaux de vote avec plein de bulletins dans la poche, parce que quand vous voyez le régime, les militants du régime, c'est ce qu'ils font. Ils ont, avant même les élections, ils ont des bulletins qu'ils essayent même de distribuer à leurs militants pré-votés, et quand ils rentrent dans les isoloirs cachés, ils reprennent cela, ils viennent, ils remettent la chose dans des bureaux de vote où nous n'avons pas de représentants crédibles. Donc si cela se fait à ciel ouvert, personne n'aura encore le courage de le faire. Je crois que cette stratégie-là aussi, ça peut contribuer à la transparence des élections. On pourra peut-être revenir sur ce mécanisme en détail. Maintenant, moi, ce que je vais dire à la population, nous avons une seule arme. Notre arme, c'est le vote. On ne peut que faire disparaître ce régime par le vote. Toi, citoyen, qui a mal au cœur à cause de l'injustice, à cause de la vie chère, tu n'as qu'une seule arme. Ton arme, c'est le vote utile. Il faut que cette fois-ci, ce soit un vote sanction pour montrer à ce régime que le peuple togolais n'est plus dupe, que le peuple togolais est conscient. Au lieu de passer tout le temps à manipuler la conscience, à dire voilà, au sein de l'opposition ne s'entendent pas, il n'y a personne qui peut diriger le pays, monter les hommes du Sud contre les hommes du Nord, ceux de l'Est et de l'Ouest contre ceux du Sud, et travailler sur la conscience de la population. Il faut que la population comprenne qu'on en a marre de cette manipulation. Les quelques 2000 francs que vous prenez pour aller payer le savon et boire dans les bars, 2 jours après, vous allez vous retrouver dans les situations difficiles. Aux enseignants qui restent dans les bureaux de vote et qui contribuent à la fraude électorale, vous avez vu les conséquences de votre comportement. Vous avez vu la manière dont vous avez remis le pouvoir à celui qui va vous terroriser. Il vous a montré le chemin. Il faut que cette fois-ci, le peuple togolais comprenne que nous n'avons plus à commettre des erreurs. L'erreur, c'est de laisser que ce régime-là ait la majorité au Parlement. L'erreur, c'est de laisser que ce régime-là ait la majorité pour aller modifier encore la Constitution et faire régner la même personne au pouvoir. Si nous sommes lucides, nous devons comprendre que notre dernière chance pour avoir l'alternance, c'est cette élection de 2023 ou 2024, si le pouvoir venait à l'organiser. Le pouvoir sait très bien que c'est pas les élections qu'on peut les faire partir. Et c'est ça qui va même attirer l'opinion internationale vers nous. Parce que personne ne sera derrière nous lorsque nous parlerons de révolution. Qui va le cautionner? Qui va être derrière cela? Vous voyez, ça serait compliqué. Mais utilisons la voie légale que le constitutionnalisme nous a donné pour renverser le régime. Et je crois que le peuple togolais en est capable. Nous en sommes capables. L'union de l'opposition va se faire, mais soyez sans crainte. Quel que soit ce qui va se passer, les acteurs politiques finiront par se parler. Et je sais qu'à travers l'émission que nous avons fait aujourd'hui, les langues vont se délier. Les gens vont s'approcher. Vous serez surpris de voir les leaders du parti politique se tenir dans la main et continuer par faire le travail. Vous voyez aujourd'hui, la classe politique démocratique, l'opposition démocratique n'est pas sur le terrain parce qu'on l'empêche d'aller sur le terrain. Mais ceux qui sont au Parlement en se disant opposition, vous voyez, ils circulent allègrement. Ils narguent la population. Ils sortent ils font des choses sur le terrain pour narguer parce qu'ils savent que le régime ne va pas les empêcher de faire quoi que ce soit. Mais lorsque c'est l'opposition crédible là, extra-parlementaire, qui décide de mener une activité sur le terrain, on l'empêche par tous les moyens. Comme quoi, il y a le terrorisme, comme quoi, il y a la pandémie, tout un tas d'histoires pour empêcher que l'opposition puisse mobiliser la population. Mais la population n'est pas dupe. Aujourd'hui, la vie chère est une leçon qui doit interpeller la conscience de tout un chacun. Peuple togolais, vous en êtes capable, nous pouvons renverser ce régime par les élections. Merci en tout cas, docteur Richard Tindjo. Vous êtes vice-président de DSA.
Les démocrates socialistes africains, votre parti fut membre de la C14 et maintenant vous êtes membre de la DMK Dynamique. Monseigneur Poduro, merci également d'avoir participé à ce débat citoyen. Justement, on l'avait dit, depuis l'avènement de la démocratie au Togo, la transparence des élections pose un problème de crédibilité de la CENI, organe chargé d'organiser les élections. Après le boycott des élections législatives de 2018 par l'opposition, à quelles conditions peut-elle participer aux prochaines élections législatives en 2023 ou 2024, si nous pouvons arriver quand même à l'organiser? C'est ce que vient de dire Dr Jatinjor. J'espère que vous qui nous avez suivis sur le 3xradioavolonté.com et canalk.ch, chacun a pris sa part dans ce débat citoyen. Merci encore une fois pour votre fidélité et la résistance continue sur Radio à Volonté. Bonsoir. Canal K. Radio à Volonté, l'esprit patriotique.